Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, une agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de ces technologies. Dans notre podcast Data Driven 101, je reçois chaque semaine des professionnels pour qu'ils nous partagent leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Samuel Humeau, lead machine learning chez Nabla. Nabla est une start-up française qui construit un outil pour les médecins qui les aide à rédiger leur documentation. Ils viennent de lever une série B et sont 35, basés à Paris. Bonjour Samuel. Bonjour Marc. Alors Samuel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Nabla ? Oui, donc comme tu l'as dit, Nabla est une start-up française. Nabla fait un outil qui s'appelle aussi Nabla et qui est un assistant pour les médecins. In fine, Nabla cherche à aider les médecins dans toutes leurs tâches, mais actuellement on se focalise sur une tâche en particulier qui est les aider à faire leur documentation médicale. Peut-être pour expliciter, mais la documentation médicale, c'est tout ce que le médecin rédige pendant une consultation avec un patient ou après, selon le temps, rédige ou entre dans le logiciel médecin. Et plus précisément, du coup, Nabla écoute ce que le médecin dit à son patient et essaie de pré-mâcher le travail ou de le faire en entier. C'est ce qu'on appelle un ambient scribe, un scribe ambiant, j'imagine, en français. Ok. Alors, quel était le constat sur le besoin ? Donc, Nabla a eu une vie passée où elle était une clinique en ligne spécialisée dans la santé des femmes. Donc, on avait une équipe médicale et initialement, à cette époque, notre but était de créer un business model où on aurait des patients qui auraient accès à leur médecine en ligne avec une équipe médicale qui était chez nous. Et on s'est intéressé à comment optimiser les process à ce moment-là parce que pour mettre à l'échelle ce business model, on avait besoin d'être efficace et il s'est trouvé que la documentation médicale, donc renseigner tout ce que le patient a dit, écrire le diagnostic, tout ce qu'on a appris dans le logiciel patient prenait énormément de temps. Ouais. C'est assez intuitif, je pense. Si tu vas chez le médecin, tu constateras qu'il passe son temps à écrire sans forcément te regarder dans les yeux. Nous, on essaie de rendre ça quasi automatique. On n'invente rien, mais on capte ce que le médecin dit et on fait en sorte qu'il ait pas besoin ni de le taper, ni de le renseigner de quelconque manière que ce soit. Un peu plus tard, on s'est aperçu que si le besoin existait en France, qui est un environnement où les médecins sont quand même sous la pression du temps, le besoin était encore plus présent aux États-Unis. D'accord. Parce que là-bas, documenter ce qui s'est passé dans une consultation est un besoin légal. D'accord. Parce que le médecin justifie à l'assurance maladie pourquoi l'assurance maladie devrait payer ce qu'elle paye. L'assurance maladie peut créer des poursuites légales. Donc les médecins passent énormément de temps à documenter leur interaction avec le patient, leur diagnostic, leurs conclusions, plusieurs heures par jour. Et actuellement, il y a 60% des médecins aux US qui estiment être en burn-out ou ont des signes de burn-out. Ouais. Donc Nabla, après avoir constaté ça, est en train d'essayer de conquérir le marché US. On est principalement basé aux US d'ailleurs. Ok. Alors quel genre de données vous traitez ? Donc comme j'ai dit, Nabla écoute ce que le médecin dit à son patient, donc on traite de l'audio en entrée.
Et en sortie, on crée une documentation médicale et qui, pour le coup, est un mélange de textes, car donc, une documentation médicale, certaines parties sont du texte, par exemple l'histoire de la maladie, qui est quelque chose que le médecin va remplir, et un résumé, un texte qui relate ce que le patient a dit, quels symptômes il exposait, tout ce qui est toute l'histoire de la consultation jusqu'aux conclusions du médecin, on va dire. Mais aussi des choses qui ne sont pas du texte libre, qui sont structurées. Donc par exemple, si le médecin renseigne le poids, bon, c'est pas du texte libre, enfin c'est un champ structuré. Et ce qui est particulièrement un pain point pour les médecins aux US, c'est tout ce qui est le diagnostic. Donc aux États-Unis, quand un médecin dit « Ok, voici mes conclusions, il y a tel diagnostic, telle condition, il choisit parmi 74 000 entrées d'une taxonomie standard. On sent la difficulté de choisir bien parmi ces 74 000 entrées. En France, il y a une version plus light de ce système qui a quand même une dizaine de milliers d'entrées. D'accord. Ok. Alors, vos applications de machine learning, si on prend tout le pipe de traitement de la donnée, quelles sont-elles ? À haut niveau, du coup, là, le produit actuel prend en entrée de l'audio et sort du texte et des données structurées. On split le problème en plusieurs phases. On va d'abord extraire le transcript de la conversation. Donc, on a une partie speech-to-text. Et on a également une partie texte vers texte pour toutes les parties qui s'apparentent à du résumé. On peut le voir comme une double tâche de résumé et de traduction en langage médecin et pas profane. On a aussi donc, tout ce qui est structuration, tout ce qui est codification, qui est quasiment une tâche en soi, quoi. Structuration de texte. Donc, peut-être étape par étape sur la première speech to text, comment ça se décompose à son tour en sous-algorithme, entre guillemets? Il y a plusieurs choses. Est-ce que juste le transcript des mots suffit, ou est-ce que, par exemple, il faut capter qui est en train de parler, donc la diarisation, quel est le sentiment de la personne, est-ce qu'elle a une voix chevrotante, ce genre de choses. On peut aller très loin en ne considérant que le texte. On ne peut pas aller... ça ne suffit pas en général, parce qu'on a des consultations avec plusieurs patients qui parlent en même temps. Des fois, le docteur va mentionner ses propres problèmes de santé. Donc la diarisation est quelque chose sur lequel on travaille, mais on peut aller déjà très très loin avec un speech-to-text. Maintenant, tu prenais l'exemple de Whisper. Donc, quelqu'un pourrait faire une ébauche de ce que fait Nabla assez rapidement en mettant bout à bout, par exemple, Whisper et un LLM grand public. D'ailleurs, c'est une question d'entretien que j'aime bien. Comment tu ferais pour faire une ébauche de ce que fait Nabla en une après-midi? Mais tu pourras pas obtenir un système que tu peux vendre facilement. Si je prends l'exemple de Whisper, par exemple, Whisper est assez mauvais sur tous les termes médicaux. Donc quand je dis termes médicaux, c'est l'anatomie, les médicaments, et particulièrement les nouveaux médicaments, des conditions médicales. Ce genre de termes qui sont très importants pour faire la documentation médicale.
Et donc, si on fait un système qui est basé juste sur une transcription Whisper, on va vite se heurter au fait que les termes médicaux sont pas compris du tout. Alors ça justement, c'est un problème que j'ai vu plusieurs fois en mission dans le cadre d'accompagnement client, le fait de développer un speech to text qui puisse comprendre plein de termes spécifiques, pas que médicaux. Comment est-ce que on va chercher ce manque de performance sur ce vocabulaire spécifique? Comment est-ce qu'on obtient un speech to text performant sur des mots qu'on ajouterait au vocabulaire d'une certaine façon? Ouais. Donc à Nabla, c'est un problème qu'on a taclé depuis pas mal de temps. Parce que déjà, à l'époque où Nabla était une clinique de santé, on avait une brique de speech to text parce que on avait des consultations en ligne. Et donc, à cette époque-là, on a commencé à enregistrer des consultations médicales. Donc, on avait des médecins partenaires et des patients consentants. D'ailleurs, pour la petite histoire, le formulaire de consentement était écrit en taille 18 et faisait 5 phrases complètes. Et une écrasante majorité des patients étaient tout à fait d'accord, d'ailleurs, pour donner leur consentement à ce qu'on utilise cet audio à des fins de recherche. On a réuni du coup une centaine d'heures, plusieurs centaines d'heures d'audio médical enregistré en consultation. Et notre première version du speech to text était un Whisper qui venait de sortir, qui avait été fine-tuné sur ces conversations médicales. Il s'est trouvé qu'il était bien meilleur à reconnaître tous les termes utilisés couramment en médecine. Et un peu plus tard, il y a eu des versions beaucoup plus complètes de ce dataset et de ce système qui percevait tous les termes. D'accord, donc votre solution, ça a été de fine-tuner sur des conversations médicales. Oui. Ok, et ça a bien fonctionné. Ça fonctionne très bien. Là où Whisper et Azure Speech to Text, je parle de Azure parce que sur nos benchmarks, c'est Azure qui fait le moins d'erreurs sur les termes médicaux. Il y a Whisper V3 sur votre benchmark ou pas? Parce oui. Il est assez récent, donc je pose la question. Il est assez récent, mais les deux font, sur nos benchmarks, 18% d'erreurs sur les termes médicaux en anglais. Les deux, Azure et Whisper V3? Oui, ils sont proches. C'est 18 et 19. Je ne vais peut-être pas m'aventurer dans les chiffres très précisément. En français, ces systèmes sont probablement entraînés sur un peu moins de français, donc l'erreur est plus haute. Bien sûr. Notre système fait 2 à 3 fois moins d'erreurs sur les termes médicaux. Ok, d'accord. Super intéressant. Et alors, un autre problème qui revient beaucoup quand on travaille avec de l'audio, sur la diarisation. Comment est-ce que vous gérez l'aspect conversationnel, comme tu disais, le fait que 2 personnes parlent en même temps? Alors, je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus parce que c'est actuellement un problème sur lequel on travaille activement à Nabla. Donc, je ne vais pas m'aventurer à donner des solutions. Nous, on a en tout cas un dataset de conversation médicale diarisée qui semble être un bon point de départ. Et c'est un sujet qui est, sur lequel on travaille actuellement. On est plutôt aidé dans cette tâche par 2 choses. Le premier, c'est que la grande majorité de nos conversations sont un médecin qui parle à un patient. Et c'est un problème où le contexte permet de savoir assez facilement qui parle, puisque généralement, celui qui expose ses problèmes de santé, c'est le patient. Celui qui prescrit des médicaments, c'est le docteur. C'est assez rare que ça aille dans l'autre sens. Et quand on ne sait pas qui est en train de parler, souvent, c'est que la conversation n'est pas médicale. C'est qu'ils sont en train de parler de tout et de rien. Donc, pour les cas les plus courants, on est aidé par le fait que la diarisation a une importance moindre. Ok.
On est aussi aidé sur le fait qu'une partie de nos consultations, des consultations qu'on traite à Nabla, se fait en ligne, ou auquel cas on se branche sur le système vidéo. Et du coup, on a le flux audio d'un côté du patient, on a le flux audio du docteur, et la diarisation du coup est donnée pour toutes les consultations. Vous avez d'accord, ok. Oui, parce que c'est de la visio en fait, la visioconférence la plupart du temps. Non, alors la plupart de nos consultations maintenant sont faites sur place avec quelqu'un qui utilise son iPhone comme un micro dans le cabinet, un docteur. Donc là, il y a une seule source. Mais on a une part substantielle de téléconsultation via une extension Chrome. Ouais. Et là-dessus, du coup, on dispose des deux flux entrant et sortant, et du coup, la diarisation est donnée. Bien sûr. Et ça peut même vous servir de dataset pour entraîner une diarisation monoflux, quoi. Oui. Alors, dans une certaine mesure, parce que donc à Nabla, on n'enregistre par défaut aucune donnée. Donc c'est un choix que Nabla a fait. À un moment, Nabla avait le choix entre enregistrer tout ou n'enregistrer rien. La première solution, intuitivement, on sent que c'est intéressant pour avoir de meilleurs modèles assez rapidement. Mais la seconde possibilité nous permettait d'arriver plus rapidement sur le marché, de convaincre plus facilement les docteurs de nous faire confiance si on n'enregistrait pas leurs données. Ouais. De convaincre plus facilement des grands groupes hospitaliers de nous faire confiance, en allégeant notamment tous les procédés de vérification de vérification de comment on traite les données. Du coup, on est allé plutôt vers cette seconde solution, mais via une tierce voie qui est que par défaut, on n'enregistre rien. Et on autorise, pour les organisations qui sont OK avec ça, les médecins à partager le transcript et la documentation qu'on génère avec nous, s'ils le veulent et s'ils ont le consentement de leurs patients. Ça permet concrètement aux médecins de nous montrer quand il y a des problèmes dans l'outil. C'est un mécanisme de feedback. Ouais. Ça nous permet d'améliorer l'outil. Pour les organisations qui le souhaitent, ça nous permet de réentraîner nos modèles. Mais du coup, c'est la donnée qu'on acquiert est cantonnée à ce mécanisme de feedback. Donc quand tu disais ça peut nous permettre d'accumuler un dataset, oui, juste dans la mesure où médecins et patients ont consenti à nous donner cette donnée. Ouais. Et alors donc sur la deuxième partie, vous avez maintenant la diarisation est faite, vous avez un transcript de consultation. Cette deuxième partie, c'est extraire de ce transcript des informations clés pour la consultation. Donc tu nous parlais du poids par exemple. Quel est exactement, on va dire, qu'est-ce que vous cherchez à extraire et quelles sont les technologies que vous utilisez pour le faire? Ouais. Donc il y a deux parties. Il y a une partie structurée, tout ce qui est constante vitale, observation, poids, la taille, rythme cardiaque, en fait toutes les observations usuelles. Également, particulièrement pour les US, quels sont les codes de diagnostic, quels sont les problèmes quels sont les problèmes de santé que le médecin, que le patient rencontre. Le tout doit être projeté dans ces taxonomies duquel je parlais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du coding médical. Ouais. Particulièrement pour cette dernière partie, il se trouve que les LLM du commerce, donc GPT-4 par exemple, de quelque manière qu'on lui pose la question, sont assez mauvais. D'ailleurs, il y a eu un papier il y a 3 jours
du New England Journal of Medicine qui appuyait ça. Ils extraient mal les taxonomies médicales d'une conversation. Oui, il y a plusieurs problèmes là-dessus. D'abord, ces taxonomies sont gigantesques, donc on peut pas facilement juste balancer la taxonomie tout entière dans le contexte. On est obligé de faire du Retrieval Augmented Generation. Ou d'entraîner directement notre modèle à avoir cette taxonomie en tête, entre guillemets, à connaître cette taxonomie. Nous, on a choisi la seconde voie. On a fait des essais avec du Retrieval Augmented Generation basé sur GPT-4 qui n'ont pas été très concluants non plus. Du coup, pour toute la partie codification, on a demandé à des équipes professionnelles dont c'est le travail actuellement, qui existe aux US, d'annoter pour nous plusieurs milliers d'exemples de comment ils codifieraient ces conversations médicales. Et actuellement, notre système se base sur un fine-tuning d'un modèle génératif. Actuellement en production, c'est Phi2, entraîné à générer token par token cette codification. Ok, vous avez fine-tuné un LLM sur de la communication médicale pour votre tâche. Ok, ça c'est hyper intéressant parce que c'est extrêmement rare de fine-tuner des LLM. Aujourd'hui, on entend beaucoup de cas d'usage de RAG, de Retrieval Augmented Generation, mais très peu de fine-tuning. Donc, je pense que ça vaut le coup de creuser un petit peu le sujet. De quelle taille de modèle on parle et de quelle taille de dataset on parle? Ouais, donc je vais commencer par le dataset. Donc, le dataset comporte plusieurs milliers d'exemples de couples, conversations vers la codification finale. La codification sont ces codes d'une taxonomie qui s'appelle ICD-10, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai mentionné, qui correspondent à des problèmes médicaux ou au diagnostic que le médecin produit. Tant qu'à faire, on inclut aussi toutes les constantes vitales ou tout ce qui est codifié, de façon à avoir qu'un seul modèle qui fait toute la codification d'un coup. Donc plusieurs milliers de couples, conversation, codification finale. Oui, la tâche, c'est générer l'extraction. La tâche, c'est à partir de l'input qui est la conversation, générer l'extraction. Ok. Ouais. Et d'ailleurs, je vais peut-être y revenir plus tard, mais la beauté d'utiliser des modèles génératifs et particulièrement fine-tunés, c'est que on peut obtenir directement une sortie cohérente. Littéralement, on obtient directement un JSON de sortie qu'on peut utiliser. Pour le modèle, donc actuellement en production, on se base sur un modèle open source qui s'appelle Phi2, qui avait été entraîné par Microsoft. Actuellement, il y a quelques jours, ils ont sorti une nouvelle version qui s'appelle Phi3. Bon, je vous laisse deviner ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est spécialisé au domaine médical? Non, pas du tout. Il est très généraliste. Mais en le fine-tunant sur cette tâche, il apprend très vite la taxonomie. On augmente également, donc on a ces milliers de couples conversation vers codification qu'on augmente également avec des variations. Donc on fait de la data augmentation pour augmenter un peu la taille de ce dataset. Et du coup, pour le fine-tuning, on se base sur des techniques, LoRa, qui permettent de fine-tuner à moindre coût, on va dire, ce genre de modèle.
Oui, restreindre le champ des possibles, restreindre la dimensionnalité de ce qu'on apprend pour pouvoir le faire sur un dataset plus petit finalement. Oui. Pourquoi on a choisi Phi 2 et pas un modèle plus gros? Donc on a fait des essais avec des modèles plus gros, des modèles à 7 milliards de paramètres, comme Mistral 7B par exemple, ou plus gros. Actuellement, on a choisi ce modèle-là car la performance était bonne tout en gardant un temps d'inférence qui était très rapide, inférieur à 2 secondes. Ce qui veut dire que si concrètement, actuellement, si le médecin choisit d'éditer le résumé de l'interaction qu'il a eue avec le patient, 2 secondes plus tard, on lui fait une proposition de codification. Il n'a pas à attendre plus de 2 secondes. Sur du hardware facile à trouver sur un hyperscaler comme GCP, qui sont des GPU L4 actuellement. Ok. Donc, pour situer à peu près, c'est des GPU qui ont quoi comme mémoire et comme... là, c'est des GPU qui ont 24 gigaoctets de RAM intégrés, qui ne sont pas aussi puissants que, disons, des H100, par exemple, qui sont plus des machines qu'on va utiliser pour le training. Ouais. Mais vu que le modèle vu que le modèle tourne sur un seul de ces GPU, ça nous permet de scaler facilement horizontalement notre service. La taille de Phi 2 et de Phi 3, du coup, c'est quoi Donc Phi 2 a 2,7 milliards de paramètres, donc selon la manière dont on le sérialise, le plus courant étant de le sérialiser en float 16. On a du coup le double en termes de taille, donc on est sur du 5,4 gigaoctets. Okay. Phi 3, la version mini qui est sortie il y a quelques jours, est un peu plus grosse, à 3,8 milliards de paramètres, donc 7,6 gigaoctets. D'accord. Et ils sont conçus pour le fine-tuning, ces modèles? Qu'est-ce qu'ils ont de... Pourquoi Microsoft sort encore des modèles comme ceux-là en marge de tous les modèles qui existent aujourd'hui plus gros? Alors c'est très pratique d'avoir des petits modèles performants d'une manière générale, parce que en production on peut avoir des tâches qui sont extrêmement simples. Je sais pas, mais remplace le nom du patient par son vrai nom. Tout en gérant les fautes d'accord. Bon, ça, c'est des tâches qui, pour un LLM, sont extrêmement simples. Il n'y a pas besoin de faire un appel à GPT-4 pour ce genre de choses. Donc, ça aide d'avoir des modèles généralistes qui sont capables. Pour le fine-tuning, c'est pratique aussi, puisque généralement, quand on fine-tune un modèle, c'est parce qu'on veut perdre de la généralité pour de la performance dans une tâche donnée. Typiquement, une tâche, maintenant qu'il y a des LLM facilement accessibles par API, pour n'importe quelle tâche, on va commencer par utiliser un modèle très généraliste, voir ce qu'on peut en faire. Et plus la tâche est définie, et plus on a besoin de performance, soit en termes de rapidité, soit en termes de coût, soit en termes, dans certains cas, par exemple le cas de la codification, en termes de performance, de qualité pure. Plus on va aller vers le fine-tuning, et du coup on est intéressé plus par des petits modèles qui vont performer très rapidement une tâche restreinte en production. Alors, à part utiliser des petits modèles, tu as d'autres conseils pour les gens qui veulent fine-tuner des LLM? Parce que c'est quand même une tâche difficile, c'est de l'entraînement, la convergence n'est pas garantie. On est sur des compétences qui sont différentes. Donc je vais peut-être donner un conseil qui va à contre-pied, qui est... c'est pas mal d'attendre avant de fine-tuner quelque chose, c'est pas mal d'attendre d'en avoir vraiment besoin, soit pour des contraintes de performance, soit de coût, soit particulièrement. Donc moi je suis Anabla, qui est une start-up. Dans une start-up, l'output du système va
évoluer beaucoup plus souvent pour des raisons produits, parce qu'on comprend mieux de semaine en semaine quels sont les besoins, dans notre cas du médecin. Donc on va au tout début, on a besoin de flexibilité. Du coup, je dirais que particulièrement pour une start-up, pour des tâches, on va dire, de texte-to-texte, ou de texte vers données structurées, c'est bien de voir au maximum ce qu'on peut faire avec un modèle généraliste avant de fine-tuner son propre modèle. Donc de manière très paradoxale, mon conseil pour les gens qui veulent fine-tuner des modèles, c'est de prendre besoin de réfléchir à est-ce qu'on en a vraiment besoin. Dans certains cas, qui est celui de Nabla par exemple, on en a vraiment besoin, et plus ça va, plus ça devient un avantage d'avoir des modèles fine-tunés, parce que on peut avoir la même inférence pour un prix beaucoup plus bas, en étant beaucoup plus rapide, etc. D'accord. Et alors, si toutefois on avait besoin de fine-tuner ou qu'on en était arrivé là... Quelque chose qui est intéressant et qu'on a vu à la fois pour le speech-to-text, où là on fine-tune quelque chose qui reste un modèle génératif, qui est Whisper, ou un large language model, c'est des fois il y a une certaine contradiction entre la loss qu'on utilise, qui est du coup à quel point il est perplexe du prochain token qu'il voit, et le résultat final. Et par exemple, dans le cas de Whisper, qui est aussi quelque chose qu'on fine-tune, ça peut être très intéressant de loguer au cours du training et la loss et la performance finale, puisque finalement la tâche n'est pas tout à fait la même. On entraîne un large language model sur prédire le prochain token en fonction des tokens précédents. Et en fait, lorsqu'on l'utilise, c'est pas exactement la même tâche, puisque on lui demande de générer des tokens. Donc au moment où il se trompe, ou alors il sort un peu de ce qu'il devrait outputer, après, quelque part, il improvise. Donc on a constaté dans ces deux tâches, à la fois la tâche de générer une structuration et la tâche de speech-to-text, une légère différence entre la courbe qu'on obtient, donc de la loss au cours du temps, qui typiquement va être assez académique, avec une loss qui commence par baisser sur les valsettes puis remonte. Et si on observe la loss sur le word error rate, par exemple dans le cas de Whisper, ou de l'erreur finale de codification qu'on mesure d'une autre façon, mais aussi pas dérivable, dans le cas de la structuration, on se rend compte que en fait, des fois, le moment où il faut arrêter le fine-tuning, ou au moins le checkpoint qu'on va prendre, en fait, peut être légèrement différent du minimum de la loss académique, on va dire. Ok, d'accord. Intéressant. Donc, il vaut mieux s'arrêter en regardant la loss par rapport à la tâche finale que celle qui calcule mot après mot la perplexité. En tout cas, c'est bien de s'intéresser à la performance finale du modèle, si on peut, pendant le fine-tuning. Ok. Tiens, une autre question qui me vient par rapport à ça, c'est quand on fine-tune, par rapport au Retrieval Augmented Generation, on perd un petit peu cette capacité à retrouver la source. Pourquoi est-ce qu'on a répondu ça dans le RAG? Donc on va dire ok, j'ai retrouvé, c'est dans tel chunk de données. Comment est-ce que vous abordez ce problème-là, si c'en est un pour vous, de la fiabilité, de ce fantôme qui est l'hallucination quand on travaille avec des LLM, cette monstruosité qu'on veut absolument éviter? Comment est-ce que, dans le cadre du large language model, comment vous gérez le contrôle qualité, quoi, d'une certaine façon? Donc on a donc particulièrement pour les pièces de documentation qui sont du texte, du résumé. Un des problèmes qu'on
qu'on rend compte, comme tu le dis, c'est comment on évalue cette pièce de texte. Et particulièrement, quels sont arriver à quantifier le taux d'hallucination auquel on va faire face, ou au moins le taux de choses qui ne sont pas particulièrement justifiées dans notre cas par le transcript. Nous, on est un peu aidé par le fait que notre tâche est très souvent du résumé, ce qui écarte pas mal, qui enlève beaucoup de cas d'hallucination, car il y a moins de place pour l'imagination quand on fait un résumé orienté. Donc là-dessus, on est pas mal aidé. Nous, on a un contrôle qualité qu'on a mis en place, qui peut être vu comme une suite de tests unitaires, on va dire, puisqu'on contrôle à la fois est-ce que l'information est bien présente et est-ce qu'elle est vraie, et est-ce que ce qu'on génère respecte un certain style. Donc, on a, pour ce qui est du recall, donc de quelle information quel pourcentage d'informations qui devrait être dans la documentation est effectivement dans la documentation. On a, pour certains cas qui ont été partagés par nos médecins, écrit dans cette note, il devrait y avoir l'information que le patient est atteint d'un diabète de type 2, par exemple. Et du coup, lorsque notre système génère une documentation, lorsqu'on va l'évaluer, en fait, on va prendre ces tests unitaires qu'on a écrits et poser la question à un large language model. Donc, on utilise GPT-4 pour évaluer nos systèmes. D'accord. Et du coup, on pose la question dans cette génération qui a été, dans cette documentation qui a été générée, est-ce qu'on mentionne que le patient est atteint de diabète de type 2. Donc on sait qu'il y a des faits qui devraient être présents, et on pose la question à un juge, un LLM, de savoir est-ce que l'information est présente. En fait, en découpant l'évaluation en des micro-tâches qui sont beaucoup plus faciles à exécuter pour un LLM, du coup on obtient un juge qui est capable d'estimer la performance en termes de modèle, sans avoir d'oracle absolu, sans avoir besoin de manuellement regarder est-ce que le modèle fait un bon travail. Donc c'est comme ça qu'on évalue la performance en termes de recall. Donc sur la documentation qu'on génère, est-ce que les faits qu'on devrait rapporter sont bien présents, qu'on évalue en termes de style, via des questions du même type. Est-ce que on n'est pas redondant entre la partie histoire de la maladie, par exemple, et la partie plan? Est-ce que les informations sont dans les bonnes sections? C'est ce qu'on appelle du style. Et également en termes de véracité, où là on fait on découpe la tâche en 2 autres sous-tâches, qui est de décomposer le résumé qu'on a fait de la consultation en des faits atomiques, et demander la tâche plus simple, du coup, à un juge, qui est un LLM, est-ce que tu peux justifier cette pièce d'information unitaire depuis le transcript. D'accord, ok. La tâche étant plus simple que de générer de but en blanc la note ou des sections de documentation, on va avoir une évaluation plutôt fidèle de quel est le pourcentage de faits qui sont discutables, on va dire. Ok. En plus, donc je devrais mentionner qu'en plus de ça, il y a aussi une évaluation humaine qui est on repasse par exemple sur les résultats de ce juge pour corroborer à chaque fois qu'on update notre système, corroborer avec ce que l'ingénieur qui va updater ce système pense. Ouais. Et on a également un mécanisme de feedback. Il faut voir que
l'interface graphique qu'on propose est assez intuitive, pousse les médecins à lire et modifier s'ils veulent le contenu des notes, et d'une manière générale nous rapporte tout ce qui semble être des imprécisions. Donc on a aussi un mécanisme d'évaluation online via le retour des médecins de quel est le degré d'imprécision de nos systèmes. D'accord, ok. Parce que le premier mécanisme dont on parlait, c'était plutôt pour la recherche. On évalue pour la recherche. On a un mécanisme offline et un mécanisme online. Le mécanisme offline, il doit être entièrement automatisé et permettre d'itérer rapidement. Ouais. Une fois qu'on a une certaine certitude qu'on peut pousser ce nouveau système en production, on fait un contrôle humain et ensuite on a le retour des docteurs. Ok, super. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager ? Je vais parler de celle-là. C'est aussi une erreur qu'on a faite par le passé, ça concerne le speech-to-text. D'accord. La première version, une première version de notre speech-to-text avait été fine-tunée sur uniquement du texte et pas uniquement des pièces d'audio où quelqu'un parlait, ouais. Et assez peu de moments de silence ou de bruit extérieur. Ok. Et du coup, la première version basée sur Whisper, le comportement quand il entendait une pièce d'audio qui n'était pas de quelqu'un qui parle, ouais. Était assez indéfini. Et dans les premières versions, on a eu des retours de médecins qui disaient quand je ferme une porte, le système écrit bruit de porte qui se ferme. Est-ce que c'est normal ? Alors, on trouvait ça intéressant jusqu'au moment où certaines conclusions étaient fausses ou hâtives. Donc, par exemple, on avait des retours qui disaient le système dit qu'il y a eu des bruits de portières qui se fermaient, or j'étais dans mon cabinet, il n'y a eu aucun bruit similaire. Ou alors un retour d'un médecin qui devait avoir un ventilateur qui faisait un craquement bizarre et qui nous a dit, écoutez, le système dans le transcript dit qu'il y a des bruits corporels très gênants. Comment ça se fait ? Bon, on a depuis augmenté le dataset pour gérer un peu mieux les bruits divers quand personne ne parle. Alors, les prochaines étapes pour Nabla, c'est quoi, côté IA ? Côté IA, donc il reste certaines pièces de documentation qui sont générées via appel à un LLM public, parce qu'il se trouve que GPT-4 est un excellent résumeur, summarizer. Donc pour certaines pièces de documentation, nous n'avons pas encore de modèle in-house pour ces parties-là. Donc évidemment, le futur... évidemment, c'est pas si évident que ça, mais... tant pour des raisons de rapidité et qualité, ce que je citais tout à l'heure. Pour nous, le futur, c'est un ou plusieurs modèles in-house qui font absolument tout. Pour l'instant, il reste encore quelques pièces qui sont des appels à un LLM externe. Et le second point, et là, pour le coup, c'est du flow de données, mais c'est pas exactement du machine learning. C'est une intégration parfaite avec les logiciels patients qu'utilisent les médecins, ce qui nous permettra de gagner en contextualisation de la documentation. Donc actuellement, notre seule source de données quasiment est ce qui se passe lors de la consultation, plus ce que le médecin dicte ou renseigne. Et à terme, Nabla est tellement intégré avec les logiciels patients qu'au moment où le patient franchit le seuil de la porte, on sait déjà l'intégralité de ce des problèmes de santé qu'il a rencontrés par le passé, et on peut adapter la documentation en fonction. D'accord. Est-ce que tu as un invité à me suggérer que tu aimerais entendre dans un prochain épisode de Data Driven 101 ?
j'ai pas de nom en tête, mais je serais très intéressé par un invité qui qui est dans le domaine du légal, comme Doctrine ou Legal Place, parce que je pense qu'ils ont des problématiques très similaires aux nôtres, et ça m'intéresserait beaucoup d'entendre leur point de vue là-dessus. Et moi aussi. Merci Samuel. Je t'en prie, Marc.